Ok, bah ravi d'être parmi vous au niveau pour cette semaine donc de l'intelligence artificielle organisée bien sûr par nos collègues du Burkina Faso. Moi, je me présente au nom de Dr Barkawi Mansour, donc fondateur de la société Geomans Africa. Aujourd'hui, nous allons voir le drone et l'intelligence artificielle combinés. Quelles sont les différentes applications concrètes et immédiates auxquelles notre Sahel pourra en bénéficier, donc pour des besoins assez concrets. Euh, donc, je vais rapidement commencer d'abord par introduire, si vous voulez, c'est quoi Geomans Africa, parce que ça va nous permettre de mieux comprendre par après ce que nous allons présenter comme application. Donc, Geomans Africa était anciennement connu sous le nom de Drone Service Niger. Donc, c'est une société que nous avons fondée en 2018 sous l'appellation donc de Drone Service Niger. Et vu donc l'évolution de nos activités, en janvier-février 2024, nous avons fait un rebranding tout simplement pour changer de marque pour passer à Geomans Africa. Et Geomans Africa est actuellement basé dans quatre pays. Principalement, le siège principal se trouve au Niger et nous sommes également dans d'autres pays comme le Maroc, le Sénégal, le Togo, et dans lesquels aussi nous faisons des activités. Le siège principal donc est basé au Niger. Geomans Africa est une société spécialisée dans l'utilisation des technologies géospatiales, donc tout ce qui est données satellitaires, tout ce qui est données drone. Donc c'est ça le concept géo. Après Minds, donc c'est l'utilisation de tout ce qui est intelligence artificielle, si vous voulez. Maintenant, pour produire des solutions vraiment aux problématiques africaines. Donc en un mot, c'est ça le concept de Geomans Africa. Pour en parler rapidement, donc commençons un tout petit peu par le Sahel, parce que quand on parle de Sahel, il y a beaucoup de personnes qui pensent que tout simplement le Sahel se résume seulement si on veut, les pays du G5 Sahel, tout simplement, c'est-à-dire la Mauritanie, le Mali, le Burkina, le Niger, le Tchad, et le Sahel se limite à là. Alors que le Sahel n'est pas forcément ces pays-là. Le Sahel, c'est toute la bande qui se trouve au-dessus du Sahara. Donc, depuis le Sénégal, jusqu'à la partie donc égyptienne, comme on peut le constater. Donc toute cette bande-là est considérée comme le Sahel. Donc c'est une région que vous connaissez déjà, avec beaucoup de ces défis qui sont assez uniques à cette région-là. Donc nous avons pratiquement, disons, des insécurités alimentaires, que ce soit insécurité liée à la vie des personnes, insécurité alimentaire, des conflits armés. Parfois, nous avons des migrations, pas forcément liées à des insécurités alimentaires, mais tout simplement liées à des conditions climatiques suite à l'avancée du désert, parce que quand on le constate, la bande désertique, elle est assez large. Donc, il y a des défis uniques qui sont liés à ce Sahel-là. Et ces défis-là nécessitent vraiment des solutions qui sont innovantes et adaptées à notre environnement. Donc, voilà pourquoi Geomans a commencé à produire en tout cas des solutions destinées à ces défis-là. Malgré le contexte du Sahel et ses défis uniques, ça offre quand même des opportunités. Donc, il y a des opportunités. Le Sahel, c'est quand même une région où on a assez de ressources naturelles, comme on va le voir par la suite. Il y a assez de ressources naturelles, l'uranium, l'or, le pétrole, etc. Donc, il y a assez de potentialités. Et comme j'aime bien le dire, comme on voit Dubaï avant, c'était quand même du désert, mais les gens ont pu utiliser de la technologie principalement et du savoir pour transformer ça en un paradis terrestre. Euh,
Maintenant, parlons un peu du drone et de l'intelligence artificielle. Bon, je ne vais pas vous apprendre quelque chose sur le drone. Le drone, je pense que vous en connaissez déjà. C'est quoi le drone? Le drone, c'est tout simplement un véhicule aérien, comme on l'appelle, une définition assez standard, qui est utilisé tout simplement pour être piloté à distance ou bien à travers des plans de vol. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a laissé son micro ouvert, s'il vous plaît. Donc, oui, c'est tout simplement un appareil, un véhicule aérien qui est tout simplement piloté, soit à distance, soit en utilisant des plans de vol pour aller capter de l'information au niveau d'une zone donnée. Il peut être équipé par diverses caméras, donc divers capteurs, donc pour diverses applications, notamment l'agriculture, la surveillance, la cartographie, et j'en passe. Donc, ça, je ne veux pas vous apprendre quelque chose, c'est juste pour donner un aperçu à ceux, par exemple, qui c'est leur premier contact avec les drones. Et pourquoi les drones sont pertinents pour notre Sahel? C'est tout simplement parce que notre Sahel, parfois, on a assez de zones qui sont, disons, assez inaccessibles, soit parce que c'est des zones assez reculées d'une manière, disons, des zones un peu désertiques, des zones un peu à des fortes températures où on avoisine facilement les 40, les 50 degrés. Donc, pour un être humain, aller survivre, disons, aller mener des missions là-bas, c'est un peu difficile. Mission de surveillance, par exemple, ou mission de cartographie, ou même les géologues, ou même les recherches, les chercheurs. Parfois, c'est compliqué d'aller à 50 degrés faire des inspections. Par contre, donc, le drone offre une opportunité pour notre Sahel de pouvoir donc aller et capter de l'information. Maintenant, l'intelligence artificielle, quant à elle, c'est quoi? Qu'est-ce qu'elle nous offre? C'est quoi le concept de base? L'intelligence artificielle, si vous voulez, c'est tout simplement des machines qui sont capables donc de pouvoir tout simplement effectuer ou bien imiter tout simplement l'intelligence de l'être humain. Donc, ces machines-là auront la capacité de pouvoir faire de l'apprentissage, que ça soit un apprentissage automatique qu'on appelle du machine learning, ou bien un apprentissage profond qu'on appelle du deep learning, ou bien la reconnaissance des schémas, ou bien des objets ou des formes, et également la prise de décision. Donc, le concept de base derrière l'intelligence artificielle, si vous voulez, c'est ça. Maintenant, au-delà du concept de base, il y a également l'analyse des données. Aujourd'hui, l'IA nous permet de pouvoir analyser rapidement et efficacement des données où avant c'était difficile. Avant, quand on a une base de données, on avait une grande quantité de données. Gérer ces données-là, c'était un calvaire. Mais aujourd'hui, avec l'IA, on peut facilement aller chercher la donnée, ensuite aller facilement faire de l'analyse, ensuite facilement aller produire des données, des cartes pour les décideurs, pour leur permettre tout simplement, leur faciliter la prise de décision. Mais également, l'IA nous offre la possibilité de pouvoir faire de la reconnaissance des objets surtout. Comme on va voir par la suite, l'une des applications, c'est il y a le moyen de pouvoir également faire la reconnaissance des objets, que ce soit des personnes, des voitures qui passent, etc. Donc, grâce à ces algorithmes-là, combinés par exemple avec des solutions aériennes comme le drone, donc on a la capacité de pouvoir vraiment rendre la vie assez facile, non seulement pour les décideurs, mais également pour les personnes qui consomment l'IA. D'accord. Donc, je sais pas, au niveau de mon écran, est-ce que vous voyez toujours les slides à gauche? Non. Merci beaucoup. Parce que j'aime pas ça. Donc, on va commencer un peu à voir, maintenant qu'on a introduit c'est quoi le Sahel, c'est quoi, comment ça s'appelle, les drones, et également c'est quoi les opportunités de l'IA, qu'est-ce qu'elle fait concrètement d'une manière basique. Et également, le drone, qu'est-ce qu'il fait d'une manière basique. Et donc, nous allons essayer de voir quelles sont les applications que nous pouvons avoir une fois que nous avons des solutions de drones qui combinées avec de l'intelligence artificielle. La première application c'est une application concrète et que notre Sahel en a besoin actuellement pour notre contexte, surtout d'insécurité, c'est que on a des solutions
qui sont utilisés tout simplement, par exemple, avec YOLO. Je pense que beaucoup de gens connaissent YOLO. Donc, on est capable aujourd'hui de pouvoir intégrer YOLO sur notre solution aérienne, pas forcément le drone, mais également sur des avions. Donc, sur notre solution aérienne, donc notamment nous de notre côté, c'est beaucoup plus le drone et ça nous permet de faire une cartographie et une surveillance de notre terrain. Imaginez aujourd'hui, au niveau de la situation actuelle, par exemple, des zones des trois frontières qu'on appelle couramment, donc la zone entre le Niger, le Burkina, le Mali. Donc ces zones-là, parfois, elles sont difficiles d'accès. Alors qu'avec le drone équipé, par exemple, d'un capteur spécifique avec une configuration, par exemple, sur la base de YOLO, ça peut nous permettre de pouvoir mener, par exemple, des surveillances à longue distance. Donc, de pouvoir détecter et suivre, en fait, le mouvement, par exemple, des personnes ou des voitures, par exemple, qui ne sont pas autorisées à être dans des zones, ou bien, par exemple, à faire des préventions des activités qui sont illégales. Lorsque je suis en train de surveiller, je peux voir, par exemple, qui est en train de se balader dans une zone qui n'est pas comment ça s'appelle, qui n'est pas utilisé. Et maintenant, grâce à ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, on peut faire la détection des objets, que ce soit des voitures qui sont en mouvement. Imaginez, j'ai mon drone équipé de cette caméra-là. Maintenant, avec une configuration qu'on va implémenter YOLO sur notre drone, donc je peux être capable de pouvoir tout simplement détecter le mouvement des voitures qui sont, par exemple, au niveau de ces zones des trois frontières. Qu'est-ce que cette voiture est en train de faire ici? Elle se balade de quel point A à quel point B. Et puis, je peux faire vraiment une surveillance en utilisant tout simplement cette solution-là. Et pas que des voitures également, je peux identifier des personnes. Donc, YOLO, c'est à vous de l'apprendre, en fait, de l'entraîner. C'est tout simplement le concept, c'est quoi? C'est-à-dire une problématique donnée, je suis intéressé à identifier le mouvement des personnes. Donc, je vais l'entraîner à identifier des personnes, donc à détecter des personnes. Donc, on appelle ça object boundary detection, donc détection des objets, des formes des objets. Donc, moi, je suis intéressé à identifier le mouvement des personnes. Donc, je vais l'entraîner tout simplement à identifier des personnes. Je vais lui fournir donc une base de données des personnes qui va lui permettre tout simplement d'apprendre à identifier des personnes. Ou bien je suis intéressé à détecter le mouvement des voitures, que ce soit des voitures qui sont stationnées ou bien des voitures qui sont en mouvement. Donc, je peux tout simplement lui permettre l'aider ou comment on appelle ça, faire du machine learning, l'apprendre tout simplement à identifier des personnes. Et cette solution-là que nous avons, c'est une solution vraiment qui est assez bénéfique pour nos décideurs aujourd'hui, parce que à partir d'un point A, on peut vraiment surveiller aujourd'hui toute une grande zone sans aller donc se mettre trop à risque. La deuxième application que nous avons, pourquoi au départ je vous ai présenté Geomans Africa? Parce que c'est des solutions que nous avons actuellement au niveau de Geomans Africa. Donc, la deuxième application de drone combiné avec l'IA, c'est dans l'exploration et la gestion des ressources minières. Aujourd'hui, comme je le disais précédemment, le Sahel est rengorgé pas mal de ressources minières. Cependant, on n'est pas du tout aujourd'hui capable, si vous voulez, de dire exactement quelle est la quantité de nos ressources minières qui est exploitée aujourd'hui. Il y a des personnes seulement qui viennent nous dire, votre gisement, il fait telle tonne et il est estimé à telle durée d'année. Et aujourd'hui, par exemple, cette année, on a extrait, par exemple, telle tonne de quantité. Parfois, ça reste des informations invérifiables. Je ne sais pas, soit liées à la nature des contrats qui sont signés entre les États, soit à une incapacité au niveau disons-le clairement, à une incapacité de nos ressources locales de pouvoir mieux gérer ou quantifier ces ressources-là.
et de faire un suivi. Aujourd'hui, si on vous dit votre gisement qui, au départ, on vous dit qu'il est censé faire 5 ans et qu'il fait 3 ans, on vous dit qu'il n'y a plus de gisement, personne ne peut venir les contredire. Alors que si, par exemple, c'est pour ça, au niveau de Gemans, nous avons développé une application qui s'appelle Smart Mining Tools. Donc, qu'est-ce qu'elle fait, cette application? Elle permet tout simplement de proposer des solutions de gestion, d'exploitation des ressources minières. Donc, nous avons notre drone et donc qu'on va tout simplement l'équiper et on est capable à l'instant, en temps réel, lorsque le drone il fait un survol, de pouvoir tout simplement quantifier les volumes de stock, par exemple, qui sont extraits, que ça soit c'est-à-dire si on fait appel à nous pour faire la quantification journalière ou bien hebdomadaire ou mensuelle. Donc, dès que le drone il Donc, passe, il c'est sera légal. capable, il sera capable donc tout simplement de pouvoir quantifier quelle est la quantité de stock actuel et qui est disponible. Donc, on pourra faire tout simplement de l'inventaire et la gestion des stocks, mais aussi l'inspection des voiries des camions. Lorsque les camions passent donc au niveau d'une zone donnée, on peut faire l'inspection des voies. Est-ce que la voie est en train de suivre un affaissement ou pas? Est-ce que la voie supporte, parce que le camion, c'est déjà des tonnes. En plus de ça, il y a aussi le poids également du minerai. Donc, sans une inspection des voiries au niveau de ces ressources minières-là, au niveau de ces exploitations minières, on risque d'avoir des accidents. Donc, voilà pourquoi il est important de faire des inspections des voiries, des camions qui passent, la surveillance de l'exploitation, combien on a extrait aujourd'hui au niveau de la mine, sans que même d'autres le sachent. Le drone aujourd'hui, il y a des drones qui passent qui ne font pas de bruit. Donc, il peut aller passer, faire la cartographie sans même que c'est-à-dire les autres qui exploitent la mine le sachent. Donc, ça, c'est des solutions qu'on peut envisager entre la personne contractant, par exemple, un contrat. Et on peut également faire le suivi de changement de la mine. Aujourd'hui, on nous propose un gisement de je ne sais pas combien, euh, 500 000 tonnes, par exemple. Donc, à chaque jour, on extrait, par exemple, disons 1000 tonnes. Donc, on est capable aujourd'hui de voir est-ce qu'on a extrait réellement 1000 tonnes ou on n'a pas extrait 1000 tonnes. Donc, c'est des solutions aujourd'hui qui existent. Et bien sûr, là, j'ai mis tout simplement l'image à droite pour vous dire que ce soit pour les mines à ciel ouvert, mais également pour les mines souterraines également. Donc, il existe des solutions. Bien sûr, pour les mines souterraines, c'est pas des drones, bien qu'aujourd'hui, on est en train d'utiliser également des drones. Aujourd'hui, il y a les drones qui n'ont pas besoin nécessairement du GPS ou bien d'une connexion du GNSS tout simplement pour pouvoir être stationnaire et puis faire de l'acquisition des données. Donc, que ce soit les mines souterraines ou les mines à ciel ouvert, donc on est capable de pouvoir vraiment apporter des solutions. Après, la troisième application, c'est la gestion des forêts. Donc aujourd'hui, moi, j'aime bien donner un exemple. Parfois, il y a des activités en Afrique subsaharienne qu'on fait ou même ailleurs dans d'autres pays. On fait des plantations des arbres, euh, mais parfois, on n'a pas un suivi réel de qu'est-ce qui est planté. Ou bien aujourd'hui, on a des forêts, par exemple, une zone qui est calée comme une zone forestière protégée, mais des gens, ils arrivent tout simplement à contourner pour aller mener des activités illégales et puis à déforester tout simplement la forêt. Et voilà pourquoi nous avons aussi développé une application avec le drone embarqué par un capteur LiDAR, tout simplement, qui permet tout simplement d'aller acquérir de l'information au niveau des forêts, donc pour la gestion des forêts. Ici, qu'est-ce qu'on fait? Avec notre drone équipé du lidar et aussi avec de l'IA, on est capable aujourd'hui de pouvoir déterminer, par exemple, les paramètres dendrométriques des arbres. Et ça, c'est des informations qui sont indispensables dans toute gestion durable des forêts. Ces paramètres dendrométriques, ils nous permettent d'avoir quoi comme information? La hauteur des arbres, la superficie des arbres, le diamètre des troncs des arbres. Imaginez que, par exemple, vous êtes une industrie de fabrication
du papier, par exemple des allumettes, par exemple des mobiliers. Il y a pas mal de choses qu'on fait avec le bois. Donc, pour savoir, est-ce que la forêt qu'on a, le bois qui est actuellement disponible, c'est du bois qui peut être utilisé pour, par exemple, de l'exploitation ou pas? Ça, c'est une solution qu'on a mis. Il suffit que le drone, il fait du survol. Après, il y a une IA qui est derrière, qui fait une analyse, comme vous le voyez ici en bas, au milieu en bas. Donc, une IA qui est là, qui est capable tout simplement de faire une analyse donc sur tout simplement du machine learning, de pouvoir classifier les forêts et maintenant détecter les paramètres liés à chaque arbre. Donc, chaque arbre, voilà ces paramètres-là. Donc, quelle est la hauteur de l'arbre? Si, par exemple, vous êtes intéressé à faire par exemple, il y a des maisons qui sont construites à base des arbres, mais dont le tronc doit être assez long. Donc, pour des applications également comme ça, c'est très simple. Avec ça, automatiquement, vous êtes capable de dire, voilà la taille de l'arbre, est-ce que ça vous convient ou ça ne vous convient pas? Donc également, on peut faire de la restauration, du suivi de la restauration des terres dégradées. Le Sahel, c'est une zone où on assiste pas mal à des terres dégradées parce que les conditions climatiques sont assez extrêmes, dans les 45, 46, 47, jusqu'à même parfois 48 degrés. Donc il y a beaucoup de terres qui deviennent malheureusement infertiles et il y a des partenaires qui essaient quand même de mettre en place des solutions de restauration. Et il est possible également de faire, comment on appelle ça? Le suivi de restauration de ces terres dégradées. Il y a également le système d'alerte, si vous voulez, contre les incendies. Donc, ça également, il y a une solution qui a été développée qui est capable de vous dire, par exemple, quelles sont les zones les plus vulnérables aux incendies de forêt. Et sur la base de ça, ces zones-là, vous aurez en fait une idée claire des zones qui sont plus vulnérables et donc de pouvoir créer en fait une intervention assez rapidement. Mais également la surveillance, la détection des changements. Je sais bien que les forêts, dans le contexte du Sahel, c'est quand même pas très avancé parce que nous, on est plus impacté par la désertification que la foresterie, mais également, c'est des choses qui peuvent être envisagées, par exemple, lorsqu'on doit reverdir en fait notre Sahel, parce que si vous connaissez l'histoire du Sahel, avant c'était pas du désert, c'était quand même un océan, mais après c'était transformé en désert. Et l'exemple aussi que j'aime bien donner, c'est Dubaï. Avant, c'était pas comme ça. Avant, c'était également du désert, mais comment ils ont amené la technologie, le savoir-faire, la compétence pour aujourd'hui transformer et avoir le paradis qu'ils ont. Donc, pour dire que c'est toujours possible. La quatrième application que nous avons développée ou que nous avons, donc nous avons, c'est notre solution qu'on appelle IA Agri. Donc c'est une solution qui est basée sur l'intelligence artificielle pour des solutions agricoles. Donc on essaie d'accompagner les agriculteurs depuis la phase semis jusqu'à la phase, si vous voulez, récolte. Donc c'est une plateforme qui est là, qui donne la possibilité aux agriculteurs de tout simplement avoir une information en temps réel sur leur culture. Quelles sont les conditions météorologiques euh, qu'il y a au niveau de ma parcelle? C'est pas des conditions météorologiques, par exemple, d'une manière générale, mais plutôt au niveau de ma parcelle. Quelles sont les conditions météorologiques, que ça soit la température, les précipitations, l'évapotranspiration, quelles sont ces conditions météorologiques? Et quelle est la densité, par exemple, de semis? Par exemple, un agriculteur ignorant, il va tout simplement aller dire, j'ai une parcelle qui fait 1 hectare, donc pour lui, il va aller s'aimer, c'est-à-dire sur tous les 1 hectare, alors que les 1 hectare, c'est pas forcément tous les 1 hectare qui sont rentables ou bien qui est fertile au niveau de sa parcelle. Donc nous, on fait tout simplement un survol et automatiquement, ça nous permet de savoir où sont les zones les plus fertiles au niveau du sol, où sont les zones qui ne sont pas fertiles donc au niveau de sa parcelle agricole. Aussi, la surveillance automatisée des cultures. Il suffit que notre drone il passe avec un retour au niveau donc de notre remote controller. Donc, automatiquement, on va savoir
Où sont les zones qui sont, par exemple, en besoin des engrais, par exemple, que ce soit de l'azote ou autre forme d'engrais? Où sont les zones qui sont en besoin d'irrigation? Donc, automatiquement, on a cette information-là. Et aussi la détection des maladies. Donc, pour la détection des maladies, nous avons fait deux solutions. La première solution, c'est le drone lui-même. Donc, le drone, il passe au niveau des cultures et automatiquement, il détecte les zones affectées par des maladies. Et la deuxième solution, c'est la solution sur smartphone. Parce on s'était dit que les agriculteurs, c'est pas tout le monde qui a la possibilité d'utiliser un smartphone ou d'acheter un smartphone. Donc, voilà pourquoi on a fait les deux solutions. Si vous êtes capable ou vous avez les moyens, vous avez déjà un smartphone, on peut vous installer l'application. L'application, elle est en offline, donc elle ne nécessite pas l'utilisation des connexions Internet et donc elle peut être utilisée carrément même dans des zones assez reculées. Donc, une fois l'agriculteur, il va au niveau de sa parcelle, il va tout simplement scanner la plante et automatiquement, il peut voir où sont les maladies en fonction des types de maladies qu'on travaille parce qu'il y a pas mal de ravageurs et des maladies. Donc, on a identifié quelques types de maladies qui sont assez fréquents et on travaille actuellement sur les cultures du mil, du sorgho, orange et également du riz. Donc, on travaille sur ce type de culture-là. Donc, l'agriculteur, il a ces deux possibilités. Une fois qu'on a détecté les maladies, on ne se limite pas à ça seulement. On fait maintenant amener le drone pulvérisateur qui va tout simplement aller traiter ces maladies ou ces ravageurs-là qui attaquent les cultures. Donc là également, c'est tout simplement pour ce que je disais tantôt. Donc l'agriculteur, en fonction de ses capacités, avec comment ça s'appelle, son smartphone s'il en a, ou bien que ça soit le drone ou le smartphone, les deux sont possibles, c'est qu'il veut. Donc il est capable lui-même de parcourir son champ s'il le veut, parce qu'il y en a ceux qui veulent vraiment aller faire eux-mêmes pour voir de leurs yeux. Donc voilà il peut aller lui-même voir qu'au niveau de cette zone, effectivement, on m'a dit qu'il y a des problèmes. Pourquoi il y a des problèmes? Lui-même, il voit des problèmes. Donc ça, c'est des solutions qu'on a combinées avec le drone et des algorithmes. Ici, on a utilisé plus du deep learning parce que on a fait pas mal, on a utilisé du réseau de neurones pour pouvoir tout simplement pouvoir identifier les maladies en fonction des types de cultures que j'avais précités. Et également, nous pouvons faire ce qu'on appelle, il y a une application qui est l'inspection tout simplement des infrastructures. Donc, comme vous savez, au Sahel, on a pas mal de soucis déjà de l'existence. On n'a pas assez d'infrastructures qui sont assez développées, mais de surcroît également, ces infrastructures qui existent ne sont pas toujours en bon état. Comme les ponts, par exemple, on fait un pont. Moi, je connais par exemple des ponts qui, depuis ma naissance, ils sont toujours là. Alors que dans d'autres pays, bah, on essaie quand même d'apporter tout simplement une maintenance au pont et de voir qu'est-ce qui est dégradé pour éviter des effondrements. Mais parfois, au niveau, en tout cas, de certains pays que je ne veux pas citer, quand même, il y a des infrastructures qui sont là, qui restent sans surveillance et après, il y a des dommages qui sont incalculables. Donc, c'est pour ça qu'on a également développé une solution des drones combinés avec de l'IA. Imaginez ici les méthodes traditionnelles, comment on fait les inspections avant. Donc, il y a des voitures qui passent, par exemple, sur le pont et regardez le risque qu'il y a. Si tu ne sais pas nager, tu peux tomber facilement dans l'eau. Et si tu ne sais pas nager, c'est un problème. Et on fait des inspections visuelles avant. Alors que là, qu'est-ce qu'on fait nous? On essaie tout simplement de faire une inspection assez poussée. Donc, soit voilà, il y a le drone qui va tout simplement décoller et maintenant, il est capable, avec bien sûr des traitements derrière, de pouvoir identifier les déformations qui existent au niveau du pont,
la fissuration au niveau du pont, le changement de planéité, est-ce que le pont, il y a des endroits, surtout les piliers, est-ce qu'ils sont toujours plats, est-ce qu'ils sont déformés? Ou bien la surveillance, par exemple, des routes. Comme je disais, on n'a pas assez d'infrastructures et ce qui existe aussi n'est pas toujours entretenu. Donc, il y a beaucoup de voiries au Sahel qui sont malheureusement dans des états comme on peut le voir à droite ici. Malheureusement, là, les décideurs, ils sont loin de ces routes-là et ils ne savent pas qu'est-ce qui se passe, par exemple. Et les camions, par exemple, qui passent, eux seuls vivent le calvaire. Donc, si nous, étant sahéliens, on a des capacités de pouvoir identifier toutes les fissurations qui existent, par exemple, au niveau des voiries, ou bien les nids de poules qui existent. Imaginez si vous allez faire l'inventaire de ces nids de poules ou de ces fissurations manuellement, quand même, c'est quelque chose qui va vous prendre du temps. Voilà pourquoi. Donc, avec le drone, on a développé aussi des aspects qui sont capables tout simplement de pouvoir identifier avec un survol, identifier, géolocaliser les fissurations, les nids de poules, mais également de détecter des problèmes assez précoces. Alors, l'idée, c'est quoi en fait? C'est tout simplement d'arriver, si vous voulez, à une plateforme comme ça. Donc, une plateforme où j'aurais, par exemple, je vais dire d'un point A à un point B, voilà la quantité de fissurations qui existent, voilà leur nature de fissuration, c'est des grandes, c'est des petites fissurations, voilà, c'est des fissurations latérales, longitudinales. Donc, je peux dire, voilà la quantité Un décideur, c'est tout ce qui l'intéresse. C'est pas, tu viens, tu lui dis, cette route, elle est dégradée. Elle est dégradée, ok, mais où? Il ne sait pas. Mais si tu lui donnes un outil comme ça, il va se dire, OK, la route, elle est réellement dégradée. Et donc, tu lui donnes une géolocalisation de là où c'est dégradé. Et ça lui permet tout simplement de prévoir quel budget. Par exemple, on lui dit, il y a un tronçon de 1 kilomètre qui est dégradé. Il peut savoir quel budget préparer pour ça. Et donc, il nous faut des solutions, comment on appelle ça, des solutions concrètes. Voilà pourquoi avec, comment ça s'appelle, des algorithmes comme Torch Vision, par exemple, là, ça vous permet tout simplement, une fois que vous avez fait votre mission drone avec Torch Vision, vous seriez capable tout simplement de pouvoir identifier, par exemple, ces types de problématiques. Bon, ça, c'est une application qui existe. Je pense que beaucoup en connaissent déjà. Je ne veux pas beaucoup m'attarder sur ça. La livraison des médicaments ou la surveillance des maladies. Surtout, plutôt, je vais m'attarder sur la surveillance des maladies et des épidémies. Le Covid a montré qu'il y a une maladie peut venir aujourd'hui et elle peut se répandre à une vitesse vraiment exponentielle. Et seule la cartographie peut permettre, combiné bien sûr avec des outils de l'IA, peut permettre de pouvoir identifier rapidement quelles sont les zones les plus, comment on dit, infestées et comment y remédier à, comment ça s'appelle, ces zones. Bon, c'est ça quelques-unes les applications que j'ai eu à préparer pour vous, mais c'est pas que les seules. Donc, j'ai plus misé sur ça parce que c'est des applications beaucoup plus vraiment concrètes, comme le titre l'a dit. Donc, voilà pourquoi j'ai plus misé. Malheureusement, pour notre Sahel, il y a des défis qui sont encore là, comme je dis, les infrastructures, il y a des défis qui sont liés et on a, même si on doit faire des missions, par exemple, par drone, par exemple, si je dois aller au fond, au bon milieu du désert, comment je veux m'y rendre là-bas, par exemple? Donc, c'est une problématique. On a des infrastructures quand même qui sont vraiment, qui sont limitées. Et également, nous avons des conditions climatiques que nous n'avons pas choisies. Il est vrai que c'est pas nous, étant sahéliens, qui avons choisi ces conditions, mais si nous restons toujours sous les caprices de ces conditions climatiques, ça, c'est nous qui l'avons choisi. Parce que l'exemple que j'aime toujours donner, Dubaï a montré que c'est toujours possible. Donc,
Aujourd'hui, on est, oui, confronté à ces fortes températures, mais aujourd'hui, si on fait des plantations des arbres partout et que chacun se donne la main dans la main pour protéger ces arbres-là, vous allez voir que les températures vont chuter. Et aujourd'hui, s'il y a des tempêtes de sable, c'est parce que tout simplement, on n'a pas pris le soin de verdir notre environnement. On est en train de créer de la dégradation de notre sol. Et donc, le sol, il n'est plus capable, il devient du sable fin. Et dès qu'il y a du vent, facilement, on a des tempêtes, on a du sable qui est là dans n'importe où, qui se déplace n'importe où. Donc, également aujourd'hui, c'est quoi? C'est que tout le monde commence à utiliser les drones et parfois on n'a pas, il y a des gens qui n'ont pas vraiment une compétence ou une formation réelle derrière ça. Ils ont appris comme ça et ils commencent à l'utiliser. Ça, c'est des défis vraiment à mettre en place si on veut assurer la sécurité, bien sûr, des personnes. Moi, un jour, quelqu'un m'a appelé. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, j'ai fait voler mon drone dans un quartier et il est tombé, je ne sais même pas où il est tombé. Est-ce que tu peux m'aider à le retrouver? Imaginez des questions comme ça. Et là où la personne a fait voler le drone, c'est dans un quartier. Et le drone, il est tombé certainement dans la maison de quelqu'un. Maintenant, et si quelqu'un meurt là-bas? Donc, voilà pourquoi il est important vraiment une formation de qualité pour que les personnes qui sont des pilotes de drone soient vraiment des personnes capables de vraiment faire leur opération comme il faut. Et il nous faut également, étant sahéliens, des solutions. Si aujourd'hui on a une maintenance à faire, on n'est pas obligé d'aller jusqu'en Chine ou je ne sais pas jusqu'en Europe pour faire de la maintenance de drones et l'amener. Heureusement que j'ai vu dans d'autres pays, il y en a beaucoup qui ont commencé à s'investir dans cette maintenance de drones. Mais également la régulation, tout ce qui est réglementation et autorisation de survol. Aujourd'hui, on parle du Sahel. Si par exemple, je suis par exemple au Burkina, j'ai une mission de cartographie qui doit continuer, je ne sais pas, jusqu'à les frontières maliennes ou nigériennes ou, je sais pas, sénégalaises ou ivoiriennes. Donc, par exemple, il faut qu'il y ait un système de réglementation et d'autorisation pour permettre, par exemple, l'utilisation de ces drones-là. Bien sûr, on parle des drones civils, pas des drones à usage militaire. Et surtout la sécurité des données des personnes. Aujourd'hui, avec l'IA, ce qu'on fait, c'est vraiment énorme. S'il n'y a pas une éthique derrière la protection des données des personnes, donc la vie des gens sera vraiment exposée. Et tous ces défis doivent être vraiment abordés et résolus par les Sahéliens parce que c'est eux seuls qui connaissent le contexte, disons, de leur territoire. Bah voilà, d'une manière ramassée, c'était un peu ce que j'ai prévu de partager avec vous. Donc, bien sûr, nous sommes ouverts si il y a des questions. Donc, je vous remercie et je rends la parole donc à, je pense, Jeanne, c'est ça. Ok, merci beaucoup à Docteur Mansour pour cette présentation. Alors, s'il y a des questions, vous pouvez le poser à Docteur. On peut s'y prendre directement. Allô? Est-ce qu'il y a Peut-être des ceux qui ont des questions? questions, vous pouvez lever la main et puis Jeanne va vous choisir. Là, c'est Allô? plus... Oui, je suis là, hein, si c'est, moi je suis là. Donc, Bon, il y a une question dans le chat. une Je ne question. sais pas si c'est monsieur ou c'est madame. La personne demande combien de temps un drone peut rester en vol. Ça dépend de l'autonomie du drone. Ça dépend de la batterie, donc bon, de l'autonomie du drone. Si c'est un drone civil, bon, pour des opérations de cartographie, ça varie généralement. En tout cas, aujourd'hui, les drones, par exemple, de DJI, qui sont les plus accessibles au marché, ça a une autonomie de 40 minutes, 45 minutes.
Mais il y a des VTOL, donc des drones à voilure fixe, mais aussi sur multirotor, donc qui ont la capacité d'aller jusqu'à 2 heures, 3 heures de vol. Donc, ça dépend en fait du type de l'autonomie du drone, mais aussi de sa nature. En général, les multirotors, ils ont tendance à être de petites durées de vol et les drones à voilure fixe, donc à aile fixe, ont tendance plutôt à être des drones de longue durée. Mais il n'y a pas vraiment une durée figée pour ça. D'accord. Je pense que c'était la même question aussi pour Kinet Tondé. Il y a une Non, qui demande. Kenneth, oui, voilà. Je peux procéder à la question. d'accord, oui, vas-y. Donc, merci, docteur, pour le partage aujourd'hui. C'était vraiment très instructif. Ma question, elle était beaucoup plus basée sur la partie où vous avez plus ou moins parlé euh, de l'entraînement des modèles en utilisant voilà, les modèles tels que YOLO, les modèles existants tels que YOLO ou bien d'autres du même type. Alors, je voudrais savoir, est-ce que dans le processus d'intégration dans vos équipements ou bien le processus d'élaboration de vos différents prototypes ou bien de vos solutions actuelles, vous avez pu, par exemple, réentraîner des modèles qui existaient déjà? Je parle de ceux qui n'ont pas peut-être la compétence ou les données nécessaires pour euh, réapprendre totalement avec des données depuis la base. Est-ce que vous avez déjà pu réapprendre un modèle qui existait déjà en ajoutant votre spécificité pour qu'il soit beaucoup plus particulier à votre usage? Euh, Pas vraiment parce que nous, on essaie de répondre, si tu veux, à des problématiques. C'est pas nous, par exemple, on se développe et on dit, bon, il y a ça. Non, on essaie de répondre à des problématiques. Et quand il y a une problématique, il y a un besoin spécifique. Et aussi, le problème de l'utilisation des modèles déjà existants, c'est que tu ne sais pas, oui, ils ont été entraînés, mais les données sur lesquelles tu sais que la fiabilité de la réussite des résultats que le modèle va te donner, c'est surtout les données d'entrée. Si les données d'entrée, par exemple, imagine, un modèle a été entraîné pour détecter, euh, je vais te donner, disons, une espèce qui n'existe pas, par exemple, au Burkina Faso, qui existe, par exemple, prenons le cas, par exemple, des girafes. Supposons qu'il n'y a pas de girafes, par exemple, au Burkina, et que ça existe, par exemple, dans d'autres pays. Et toi, tu prends un modèle comme ça et tu essaies de l'adapter à ton cas à toi. Donc, tu vois, il peut te donner des résultats, mais ces résultats sont facilement biaisés. Mais lorsque toi-même, tu entraînes ton modèle sur une problématique donnée, tu sais bien que le résultat qu'il te donne, c'est un résultat qui est fiable. Mais si tu prends un modèle déjà existant, il te donne un résultat, mais derrière, il y a toujours le doute. Est-ce que réellement ce qu'il m'a donné là, c'est authentique ou pas? Bien sûr, même si après, tu peux voir à travers le résultat de validation ce qu'il a donné, si c'est bon ou si c'est pas bon. Donc, actuellement, pour répondre, on est plus dans à nous-mêmes entraîner notre modèle pour qu'on vraiment qu'on ait une garantie à 100% que voilà, on sait bien qu'est-ce qu'on fait, que de prendre bien sûr des modèles existants. Il y en a vraiment beaucoup de modèles existants, que de prendre des modèles existants et travailler sur ça. Merci, merci beaucoup, docteur. Il y a une qui demande dans le chat, elle demande à savoir comment utiliser l'intelligence artificielle sur les images drones d'une surface agricole. Y a-t-il des codes en open source? Bien sûr qu'on peut utiliser l'IA sur les surfaces agricoles. Actuellement, je pense c'est des choses qui cartonnent, hein. Donc, qu'est-ce qui existe? Bien sûr, l'IA, c'est que du code, hein. Donc, l'IA, ça dépend de qu'est-ce que vous utilisez, si c'est du machine learning ou bien si c'est du deep learning. Donc, si c'est par exemple du machine learning, c'est toujours du code. Si c'est du deep learning, c'est vraiment
du code. Donc là, si vous n'avez pas des compétences basiques dans le codage, bien sûr, bon, ça va être difficile pour un début, mais c'est pas quand même tard, vous pouvez toujours essayer de faire. Maintenant, ce qu'on utilise pour le survol au niveau des cultures, c'est beaucoup plus en fonction des besoins. Par exemple, connaître la santé des cultures, parce que c'est ça qui intéresse les agriculteurs, connaître le besoin des cultures, donc en termes de nutriments, donc que ça soit l'eau ou bien les nutriments azotés, connaître les différentes maladies, par exemple, qui peuvent affecter la culture. Donc ça, soit on fait voler le drone, et derrière, il y a une IA qui permet en temps réel de pouvoir donner ces informations-là, ou bien tout simplement de faire voler le drone. Après, on fait un traitement et on donne les données, donc traitées, à un modèle qui est déjà entraîné, par exemple, sur la détection des cultures et qui va tout simplement, sur la base, je réponds à la question précédente, sur la base donc de l'entraînement que vous avez fait à votre modèle et il sera capable de vous dire, par exemple, s'il y a telle maladie ou il n'y a pas telle maladie. Oui, pour juste rebondir même à la question précédente, ça c'est un exemple concret. Supposons qu'il y a un modèle, par exemple, qui existe, qui a été entraîné pour détecter une maladie, supposons comment on appelle ça, la maladie sur la culture du maïs, qui a été entraînée dans un autre pays, par exemple en Afrique du Sud. Et nous, on est dans un contexte sahélien. Tu sais que les conditions climatiques diffèrent. Et du coup, est-ce que le même modèle sera capable de pouvoir te donner un résultat concret vis-à-vis de tes conditions climatiques à toi ou pas? Est-ce que la personne qui vit en Russie, est-ce qu'il a les mêmes, c'est-à-dire traits génétiques que la personne qui vit, disons, par exemple, au Sahel? Bien sûr que non. Mais pour un modèle, les deux, ce sont des personnes. Donc, si tu lui dis, identifie-moi des personnes, il va t'identifier les deux comme des personnes. Mais ces personnes-là, de vue, ils sont différents. Donc, juste pour en fait rebondir sur si on peut utiliser des modèles déjà existants, quoi. D'accord. Il y a Abdul Daf qui demande à savoir s'il y a une application à travers laquelle on pourra apprendre comment manipuler des drones. Application, bon. Oui, je pense que tu peux en avoir. Il y a des simulateurs. Donc, peut-être après, je peux vous envoyer les noms, mais il y a des simulateurs que vous pouvez utiliser il y a Real Time Simulator, donc que tu peux utiliser pour tout simplement apprendre à piloter. Il y a également, comment on appelle ça? Drone training. Donc également, c'est des simulateurs. Donc si tu tapes sur Google, tu vas les trouver. Ça te permet d'être dans un environnement réel, tout simplement. Real-time simulator, drone real-time simulator ou bien drone training. Donc quand tu rentres automatiquement, ça te permet, mais il faut que tu aies un remote controller dans tes mains. Même si tu vas apprendre à simuler, c'est pas comme si tu vas utiliser le PC. En tout cas, ces types de simulateurs-là, tu dois avoir, comme si tu joues au PES, au football, sur le PC, tu dois avoir la manette dans tes mains. Donc, la même chose, quand c'est ces types de simulateurs-là, tu dois aussi avoir la remote controller, donc la radiocommande en quelque sorte. Donc, tout simplement, pour pouvoir utiliser les jeux ski et pour faire décoller le drone, atterrir le drone, le faire basculer à gauche, à droite, en haut, en bas. Donc, il y en a, tu peux utiliser ces plateformes-là. Il y a Lyon, il y a Lionel Manly qui a levé la main. Vous avez la parole. Bonsoir à tous. Bonsoir. Merci, docteur Mansour, pour votre brillante présentation.
Je suis Lionel Manly, ingénieur réseau et également passionné de l'intelligence artificielle. Dans le passé, j'ai eu à travailler avec YOLO, principalement la version 8. Il y a la version 9 qui est sortie récemment. Maintenant, une des limites de YOLO était sa capacité à détecter les objets de petite taille. Maintenant, j'aimerais savoir, pour une application de l'IA à travers les drones, comment vous faites pour contrecarrer cette limite de YOLO? Alors, effectivement, il y a la version 9 qui est sortie. Je pense que même demain, je crois, si je ne me trompe pas, dans le cadre des activités, il y a une formation prévue pour ça. Donc, nous, pour le moment, on n'est pas trop affecté par des objets de petite taille. On est beaucoup plus dans la détection, si tu veux, des objets comme les voitures, comme, comment ça s'appelle, les voitures qui sont en mouvement. C'est surtout plus les voitures qui sont en mouvement et aussi des personnes. Donc, mais les objets vraiment de petite taille, pour le moment, on n'est pas dans ces genres de problématiques-là. Et donc, du coup, je ne saurais pas vraiment te répondre parce qu'on n'est pas vraiment dans cette problématique-là. Il y a Félix Yamero, aussi levé la main. Vous avez la parole. Je pense que ça crache, hein, Félix. Félix, c'est mieux d'écrire dans le chat parce qu'on ne t'entend pas très bien. Alban Ouedraogo, vous avez la parole. Ok, merci. Merci à Monsieur Mansour pour la qualité de la présentation. Moi, je voulais savoir, est-ce que YOLO peut aider à, euh, à détecter en fait l'action de la personne en mouvement? Parce que, par exemple, dans le cadre de la surveillance militaire, est-ce que YOLO peut faire la différence entre un cultivateur dans son champ en train de semer ou un terroriste qui est en train d'enfouir une mine artisanale dans le sol? Est-ce que, par exemple, il est... Ah, tu es un Bon, vrai génie. bon, je voulais savoir en fait s'il est capable de décrire l'action de la personne en fait. C'est un peu ça. Merci. YOLO, pour le moment, YOLO, non. YOLO, tu l'entraînes sur une personne qui est courbée, il va te donner une personne courbée. Maintenant, qu'est-ce qu'elle fait, cette personne accroupie, si elle est en train de cultiver, de s'aimer ou de mettre une mine? Ça, YOLO ne pourra pas te dire ça. Néanmoins, il y a d'autres types de solutions qui existent, par exemple, qui sont plus entraînés à détecter le mouvement des mains des personnes. Donc, peut-être, c'est des algorithmes basés sur la détection faciale. Donc, la détection faciale, mais également la détection des mouvements des personnes. Comme tu vois, aujourd'hui, si un sourd, il parle avec ses mains. Et dès qu'il parle avec ses mains, il y a de l'IA qu'on utilise pour translater ou bien transcrire qu'est-ce que le sourd dit en phrase, ou que ça soit en anglais, en français, comme tu veux. Avec ce type d'algorithme, oui, on peut peut-être espérer que euh, la machine pourra être en mesure, si elle est bien entraînée, d'identifier des activités néfastes qui consistent à creuser un sol, à aller mettre une mine, ou bien une activité qui, par exemple, tout simplement consiste à s'aimer. YOLO, il permet pas de faire ça, mais avec d'autres types de reconnaissance faciale, tu peux peut-être espérer avoir des résultats comme ça. Ok, je vais donner la parole à Sawadko Abigail.
Saoudou Abigail, vous avez la parole. Ok, si elle n'est pas là, on retourne au niveau du chat. Il y a Norbert Dikende qui demande à savoir, est-ce qu'il y a des drones de relais, par exemple, un drone qui peut jouer le rôle d'un mini-satellite pour la surveillance d'une zone de façon permanente. En plus, est-il possible d'une drone pour élargir la couverture d'un réseau télécom 4 voire 5G pour les zones isolées du réseau? Bon, on parle de drone ici, hein. Il faut pas oublier que le drone, il est lié à une batterie. C'est pas un objet qui peut tout simplement aller se mettre en suspension dans l'air. Il est lié à une batterie. Et cette batterie, elle a une durée limitée. Donc, si tu veux faire une surveillance permanente, à moins, par exemple, tu as des drones, par exemple, aujourd'hui, qui font 3 heures par batterie. Donc, si tu as un drone qui a une batterie de 3 heures de temps ou 4 heures, il y en a même 5 heures, je crois, tu peux voler ton drone, aller le mettre en stationnaire, en mode stationnaire, et commencer à faire donc tout simplement de la surveillance sur, par exemple, à capturer des vidéos ou bien des images. Maintenant, quand les 5 heures finissent, tu as une autre batterie qui fait encore 5 heures, donc tu vas atterrir ton drone, tu vas remplacer la batterie, tu vas encore le faire voler. Comme ça, oui, tu peux faire une surveillance permanente avec ton drone. Ou bien les drones militaires, bon, ça c'est un autre aspect. Les drones militaires, ils ont plus d'autonomie, même jusqu'à 24 heures, 48 heures d'autonomie. Là, oui, c'est vraiment des drones de surveillance, carrément comme on les appelle. Donc là, tu peux aussi faire une surveillance, comment ça s'appelle, permanente. Et je pense la deuxième question, c'était quoi si tu permets? Ah, oui, si le drone peut être utilisé comme antenne de relais pour la télécommunication. Ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure. Le drone, c'est aussi, il est lié à une batterie. Une antenne de relais, tu vas pas, comment ça s'appelle, mettre l'antenne et ensuite baisser, ensuite la remettre. Une antenne de relais, elle doit rester figée, elle doit rester fixe, sans mouvement. C'est pour ça on la fixe même quand il y a du vent pour éviter de mouvement. Alors que le drone, s'il y a un vent qui est assez fort, ça peut lui changer sa position et donc ça peut créer des perturbations dans, par exemple, la distribution, si on veut, du réseau de communication. Et donc, tu vois, euh, ça va être compliqué d'utiliser, par exemple, un drone comme une antenne de relais. Parce qu'à chaque fois, si l'autonomie termine, tu es obligé de descendre le drone, changer de batterie et le ramener là où il doit être. Il peut le faire temporairement, oui, si tu as une autonomie de 5 heures et que tu as besoin, par exemple, de faire une communication de 30 minutes. Oui, si tu peux le faire, tu peux voler, le mettre en stationnaire et mettre ton objet que tu veux mettre et capter les réseaux, faire ce que tu as à faire, mais pas d'une manière vraiment longue durée. On revient à la question de Félix Yameou, qui avait un problème avec son micro. Il demande à savoir y a-t-il une possibilité de faire un stage dans votre entreprise? Si oui, quelles sont les conditions? Alors oui, bien sûr, il faut juste aller sur notre site web au niveau donc de la partie contact et vous allez envoyer votre demande de stage et bien sûr, ça sera étudié. Donc nous, les conditions, c'est plus parce que il y a un quota qu'on essaie de prendre, c'est-à-dire par année. Donc, si le quota il est atteint, bien sûr, c'est fermé. Si le quota n'est pas atteint, il n'est pas assez fermé. Mais aussi, il y a une autre condition parce qu'on est vraiment plus orienté développement des solutions, euh,
customisées, donc des solutions personnalisées. Donc, on a vraiment plus besoin, c'est-à-dire, même si c'est un stage de PFE ou bien un stage, c'est-à-dire un stage pour apprendre, on a besoin de quelqu'un qui a au moins des compétences minimales, vraiment en tout ce qui est géospatial, en aussi tout ce qui, la personne qui sait un peu coder, etc. Donc, ça facilite les choses parce que si tu es dans un environnement où il y a que des, par exemple, des codeurs et que toi tu viens, tu vois, ça va être difficile que tu lui dis pourquoi tu as mis virgule ici, pourquoi tu as fait ceci, cela. Donc, voilà. Ok. Il y a Eric Kabori qui demande, est-ce que YOLO peut surveiller les données entrant et sortant dans une zone isolée? Surveiller les données. Quel type de données? Il faut savoir que YOLO, c'est tout simplement un modèle que c'est à vous de lui apprendre. Il fait en fait du machine learning. Tu lui apprends tout simplement à surveiller quelque chose, il va te le surveiller. Tu lui donnes, tu lui dis de te surveiller, par exemple, des personnes, il va te détecter plutôt des personnes. Tu lui dis de détecter des voitures, il va le faire. Des animaux, il va le faire. Comment on appelle ça? Des objets volants, il va le faire. Donc, ça dépend de comment tu as entraîné ton modèle YOLO. Donc, c'est tout simplement la donnée d'entrée. Voilà pourquoi je reviens encore à l'autre question de, je pense, Kevin, si je ne me rappelle pas. Si la donnée d'entrée, là, elle est bien ficelée, elle est bien maîtrisée, donc on espère que le résultat final aussi sera de qualité. Donc, la donnée entrant et sortant dans une zone isolée, ça dépend de c'est quoi la nature de cette donnée-là. Si par exemple c'est des voitures qui entrent et qui sortent dans une zone donnée, bien sûr oui, tu peux le faire, tu peux faire une délimitation dans une carte et puis tu entraînes ton modèle tout simplement à détecter les mouvements des voitures qui passent. Dès que la voiture entre dans la zone que tu as délimitée, tu peux aussi dans ton script lancer une alerte. S'il y a un objet qui rentre dans cette délimitation, bien sûr, c'est une histoire de coordonnées. Tu lui dis si il y a une voiture ou un élément étranger qui rentre dans cette zone délimitée, automatiquement, tu me lances un message. Donc là également, c'est possible. Il y a Keita qui demande à savoir l'outil que vous avez utilisé pour l'annotation des images avant l'entraînement avec YOLO. Vous me recevez? Allô, Jeanne? Oui, vous me J'ai, recevez? j'ai, j'ai répondu à la question. Je ne sais pas s'il y a une autre Ok, question. d'accord. Oui, il y a quelqu'un qui demande que quel type de machine learning est-il le plus adapté ou le plus utilisé avec les drones dans le domaine agricole? Quel est le? Quel est le type de modèle de machine learning qui est le plus adapté ou le plus utilisé avec les drones dans le domaine agricole? Ok, le modèle qui est le plus adapté. Encore, ça dépend du besoin que tu veux faire. Dans le domaine agricole, c'est vaste. Tu veux surveiller les cultures, tu veux identifier les ravageurs, tu veux identifier les maladies, tu veux identifier le besoin en eau de la plante, tu veux identifier le besoin en nutriments azotés de la plante. Donc, ça dépend du modèle ça dépend de ce que tu veux faire. Par exemple, je te donne un exemple. Nous, dans notre cas, pour la détection, par exemple, mais ça, c'est pas du machine learning, c'est plus du deep learning. Pour la détection des maladies, donc, on utilise plus TensorFlow. Par exemple, c'est du réseau de neurones qui nous permettent de pouvoir facilement, en fait, travailler sur les données d'entrée et maintenant identifier sur la base de ces données d'entrée
les différentes maladies, par exemple, liées à une culture donnée. Maintenant, ça, c'est pas forcément ce même modèle, par exemple, que tu vas utiliser lorsque tu veux faire, par exemple, de la prédiction des rendements. Donc, ça dépend exactement de qu'est-ce que tu veux faire. Mais par exemple, pour le cas de la détection des maladies, on utilise TensorFlow. Je pense qu'on a fait le tour des différentes questions. Alors, nous sommes au thème de cette conférence. J'espère que chacun a pu retenir quelque chose qui lui sera vraiment utile dans son cursus académique professionnel. Merci encore à Dr. Mansour pour le travail abattu. Merci à tous les participants et participantes. On se donne rendez-vous alors à demain pour d'autres aventures. Bonne suite de programme à tout un chacun. Merci beaucoup. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir et merci encore pour la brillante présentation. Lingala prod.